Vous avez choisi Radio J pour vous informer, vous avez bien fait comme chaque dimanche, on a rendez-vous avec l'histoire et on a rendez-vous avec l'histoire et Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien et écrivain. Vladimir Fedorovski, bonjour. Bonjour, quel plaisir d'être ce matin avec vous. Vous Plaisir savez, partagé. Et je voudrais, vous savez, les temps sont tristes. Et parce que les temps sont tristes, je voudrais vous apporter un peu de lumière au début de nos chroniques aujourd'hui. Je prendrai un personnage le plus judéophile de l'histoire de la Russie, mais aussi c'est un des plus grands amoureux, j'ai failli dire, du XVIIIe siècle. Non! C'est un des plus grands amoureux que la Terre a connu. Tout un programme. Je rappelle quand même avant de débuter votre dernier livre à paraître, Dialogue d'outre-tombe, Staline, Poutine, aux éditions Ballant. Et ce grand amoureux dont vous nous parlez, Vladimir Fedorovski, aujourd'hui, c'est Potemkin. On connaît Potemkin à cause de l'expression du village Potemkin. Mais pourquoi vous dites que c'est... Ma chère, village de Potemkin, vous savez, c'est une très, très grande désinformation. Il a nettoyé, évidemment, le village avant de l'arrivée de Catherine, mais sinon, l'expression de village et la construction du décor, du faux décor, c'est une des grandes informations qui a été inventée, d'ailleurs, par les Allemands autrefois contre Catherine. Cela dit, pour revenir à Potemkin. Pourquoi un grand amoureux? Oh, ma chère. Catherine II disait, les grandes histoires d'amour, c'est toujours après 40 ans. C'est pour vos auditrices. Je fais plaisir. Bien sûr. Ça fait plaisir à tout le monde. Je fais plaisir. Ça fait même plaisir aux gens de 20 ans qui espèrent encore avoir des histoires d'amour. Évidemment, pourquoi c'est un des plus grands amoureux que la Terre a connu? Vous comprenez, Catherine, c'est une petite princesse allemande. Par hasard, qui était mariée, il y avait un mariage arrangé, elle s'est mariée avec quelqu'un qui ne l'a pas aimé, qui était héritier du trône de la Russie. Il arrive en Russie, il est très triste. Le mari, il s'appelait Pierre III, elle ne s'est pas intéressée d'elle. Vous savez, c'est une dame qui était élevée d'une manière très bizarre. C'est une force de la nature. C'est une femme extrêmement sensuelle, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a reçu, il a un talent, mais plusieurs talents. Mais elle a reçu une excellente éducation, francophile par excellence, etc. Et bref, elle cherche... au début, il n'y a pas d'héritier de trône. Celle qui était au trône de la Russie, Élisabeth, elle le convoque. Catherine, pas d'héritier? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'arrive pas? Choisissez, Saltykov ou Naryshkin. Ah oui. L'autre, elle dit Saltykov et Naryshkin. Naryshkin était vieux, Saltykov plutôt Saltykov. Et Saltykov lui a fait l'héritier de trône. Mais vous savez, elle était sensuellement... Et puis, quand le mari il a voulu le répudier, à un moment donné, Pierre le III... Est-ce que c'était une Madame Bovary russe, Catherine II? Ça va plus loin. Vous savez, c'est une des personnages. Un jour, je vais faire la vraie biographie de Catherine et vous allez m'inviter. C'est peut-être un des plus grands personnages de l'histoire, certainement, de la Russie. Pourquoi? Parce que la femme cultivée, qui a une vision géopolitique, etc., un diplomate, il y a 2 diplomates. C'est de l'histoire de la Russie dont on va parler, puisque Staline était un diplomate d'exception aussi. Mais je dois vous dire que, pour revenir à Catherine, bref, et elle comprend qu'elle sera répudiée, envoyée au monastère. Et là, c'est une femme de tête, elle regarde, la garde impériale est avec elle, et le plus beau des officiers des gardes de l'Empire, ce sera pour l'instant, il s'appelait Orlov, il devient son amant, il fait un coup d'État. Et après le coup d'État, l'ovation de la foule, elle passe à travers la foule, et puis il se retourne. Qui est-ce? C'est un lieutenant Potemkin. Il est trop beau pour être lieutenant, qu'on le nomme capitaine. Et il oublie. 10 ans, l'autre, Orlov, il commence à être un peu volage, et il a décidé, comment vous dites en français, il a décidé de payer
la monnaie de sa pièce. Ah oui, on Et dit comme ça. elle convoque Potiomkin. Il est extraordinaire. Entre-temps, il est devenu un beau général. Il vient au palais, vous connaissez, Saint-Pétersbourg, cet escalier de marbre. Il a placé son amant volage au nom de l'escalier. Potiomkin lui a dit, quoi de neuf au palais? Et l'autre répond, rien. Je descends, il fait quelques pas. Vous montez. Il montait, il est devenu non seulement l'amant, il est devenu coéquipier de Catherine. Je vous ai parlé, villes. C'est ce qu'elle avait voulu toute sa vie, Catherine. Évidemment, un coéquipier. C'est l'amour absolu. Je publie les lettres de Catherine. C'est extraordinaire. Potiomkin, c'est les échanges très profonds. Mais pourquoi je vous parle aujourd'hui de Potiomkin? Les gens ne savent pas que Potiomkin était un homme d'État, fondateur de villes comme Odessa, comme je dis. Évidemment, le chef de guerre, la Crimée, tout ça, c'est Potiomkin, diplomate extraordinaire. Mais il était très attaché à l'esprit spirituel. Et il était dans la région, vous savez que la venue des Juifs en Russie, pour revenir à notre thème, c'est souvent les Juifs qui ont été au début passés en Europe centrale, surtout en Pologne. Et il était dans la région limitrophe de Pologne. Et il y avait un des plus grands, vous savez, penseurs de l'époque juif. Il s'appelait Jusha Zeitlin. Et il était à la fois un homme d'affaires assez expérimenté, mais surtout, il était spécialiste de la religion. Et il a parlé beaucoup de la religion avec Potiomkin. Et Potiomkin, il était absolument passionné par le judaïsme. Vous savez, à tel point qu'il ne pouvait se passer pour lui, et toute sa vie, il va garder cette amitié extraordinaire. Je voudrais rajouter... Il était passionné par le judaïsme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il passionnait? Vous savez, il pensait qu'il y avait deux choses. Et ça, c'est une pensée qui revient tout le temps. Il pensait toujours que l'alliance entre les Juifs et les Russes, entre la religion orthodoxe et le judaïsme, peut être très profitable pour la Russie. Pourquoi? Parce que s'il y a une complémentarité de pensée, franchement, Potiomkin, moi, quand j'ai étudié, puisqu'il a beaucoup écrit sur ça, il a écrit les poésies charmantes sur le judaïsme, etc. C'est l'histoire la plus longue, plus ancienne. La Russie, c'est un pays jeune, tandis que ça vient du siècle. Ça peut enrichir la Russie. Et puis, avec cette affinité, ils ont été... Dali me disait une fois, on ne s'aime pas parce qu'on se ressemble. On s'aime parce qu'on est différents, complémentaires. Il a utilisé le mot complémentarité. Pour lui, le judaïsme et l'orthodoxie, c'était complémentaire. Complémentaire, et la Russie et les Juifs sont complémentaires. Ils pensent que la contribution des... En quoi est-ce complémentaire? Vous savez, les Russes sont passionnels. Les Russes, vous savez, ils agissent d'un coup. Ils sont souvent emportés. Les Juifs sont souvent plus réfléchis, etc. Ils viennent de la longue histoire, d'une part, etc. D'autre part, je pense que dans son esprit, il y avait quelque chose de tout à fait pratique. Parce que, vous savez, c'est toute une filière qui l'amène. À la fois spiritualité, mais aussi les choses pratiques. Parce que Jusha Zeitlin, il finance aussi les entreprises de Potiomkin. Pas pour lui, mais pour l'État russe. Et Potiomkin, il a décidé de lui renvoyer le censeur. Pourquoi c'est essentiel? En Israël, les gens le savent. Parce que pendant toute une période, les Juifs n'ont pas eu d'armée. Et Potiomkin, il décide d'armer les Juifs. Vous savez, vous connaissez les fers de lance de Catherine, c'était la garde impériale. Il y a la garde impériale, Ismaïlovski, c'est les régiments qui ont fait un coup d'État, et c'est les régiments d'élite. Et Potiomkin, imaginez-vous bien, quand je parle en Israël, ils sont absolument étonnés. Il a décidé de fonder le régiment Israélevski. Le régiment d'Israël au sein du palais du Tsar. Ce sera quatrième régiment d'élite.
Et vous imaginez le contexte, l'antisémitisme quand même officiel de l'Église catholique, surtout, parce que nous n'oublions pas que, vous savez que, etc. Et je dois vous dire que lui, il essaie de faire, et toute sa vie, quand il a fait. Et après, juste un mot, encore une fois, je reviens à 10 secondes. Il a décidé de créer la cohabitation, l'exemple de la cohabitation avec la ville que j'aime par-dessus tout, c'était Odessa, entre les différentes religions la ville New York avant l'heure. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien et écrivain. Votre dernier livre à paraître, Dialogue d'outre-tombe, Staline, Poutine, aux éditions Ballant. Et on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci.